Bien, et toi? Bien. Oui, voilà, là c'est beaucoup mieux. Euh, Ça a été pendant une semaine d'absence. Ça a été, ça a Ça a été. été. Mais louper la radio pour aller à l'université, comme Ouais. je dis, j'y gagnais rien. Merci. Merci, merci, tu gagnes, tu gagnes. Mhm. Je ne te demande pas si tu as fait partie de ceux qui sont alignés, qui ont attendu pendant près de 6 heures C'est incroyable. pour vous. Hein, Pour on va pas voter, dire on va pas... voilà, Voilà, j'ai décidé de revenir avec un sujet moins hein, parce qu'il y a eu polémique. juste un seul lieu de vote à Oui, Montréal. pour tous les Français à Et Montréal. c'était assez compliqué. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vu des gens s'énerver, Je pense que les Montréalais ont dû réaliser à quel point bon sang se fait envahir par ces Français. n'est-ce pas? Je passais par là, j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a? Hein? Ils sont nombreux, mine Ils de sont rien, nombreux. ces gens-là. Exactement. Ah là 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 là, c'était drôle. Et dimanche soir, tu t'es mis devant France 2 un peu? Oui, un peu, Un bien peu, sûr, bien sûr. d'accord. J'ai vu les résultats. D'accord. Je te demande pas, je te demande rien, Non, Jeanne. non. Jeanne, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, eh bien, on va parler de culture pour une fois. Je vais faire débat, mais en culture. Comme si ça allait nous changer. On va C'est pas parler, souvent ce que tu fais? on va parler cinéma. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de parler du whitewashing contre le race bending. Peut-être que ça te dit quelque chose. Euh, oui, Mhm. moi en termes simples, là, c'est le blackface. C'est très bien, c'est une composante du whitewashing, on Ok. va en parler. Whitewashing. Alors, pour faire court, le whitewashing, c'est le fait de faire jouer un personnage racisé par un acteur ou une actrice blanche. Et pourquoi j'en parle? Parce que dernièrement, on en a beaucoup discuté par rapport au film qui est sorti Ghost in the Shell, dans lequel le personnage principal, Ghost in the Shell, c'est une série qui est à la fois, c'est un animé, c'est un manga, c'est plusieurs films, plusieurs dessins animés, donc c'est vraiment un gros monde, on va dire, bien connu du milieu manga notamment. Mais le personnage principal a été incarné par Scarlett Johansson. Donc ça a été très fortement critiqué et le film a fait un véritable flop. Donc ça a permis de remettre un peu au milieu des médias, on va dire, ce phénomène qu'est le whitewashing, puisque ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui existe depuis que Hollywood existe, c'est-à-dire faire jouer des personnages racisés par des acteurs et des actrices blanches. Et pourquoi j'en parle? Parce que systématiquement, lorsqu'on a quelques médias, lorsqu'on a des fans qui pointent du doigt qu'on a encore affaire à du whitewashing, on a toujours ces commentaires, ces personnes qui disent oui, mais quand on fait jouer des personnages blancs par des acteurs racisés, ce qui arrive également, ce qu'on appelle du race bending. Finalement, ça existe des deux côtés, donc c'est pas raciste. Si vous le faites, on peut le faire, et puis après tout, ce sont des personnages. Et du coup, je me suis dit, je vais en parler, parce que faire le lien et comparer le whitewashing avec le race bending, c'est que manifestement, il y a un manque de mise en contexte. Et tu sais à quel point, Cyril, j'aime La mise en contexte. voilà, j'aime mettre en contexte. Donc, comme je l'ai dit, j'ai donné la définition du whitewashing et du race bending, mais surtout, comme je l'ai dit, le whitewashing, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça existe depuis que le milieu du cinéma existe. On a 36 000 exemples. Récemment, on a eu Ghost in the Shell parce que c'était ce dont on parlait le plus. Mais je peux par exemple citer Prince of Persia, donc le prince de Perse, qui a été joué par Jake Gyllenhaal, qui est un bien blanc américain. On a Doctor Strange aussi qui a eu une bonne recette au box-office et dans lequel The Ancient One, qui est un tibétain ayant des pouvoirs qui va former donc le fameux docteur, va être joué par une femme blanche qui est Tilda Swinton. En France, on a eu Kev Adams qui a joué Aladdin dans Aladdin le film. Je ne parle pas d'Aladdin, le dessin animé de Disney. Hein. On a eu également le film Exodus où Moïse va être joué par Christian Bale. On a également le film Gods in Egypt où absolument tous les dieux d'Égypte et quasiment toute la foule sont blancs. Enfin, voilà, les serviteurs, les esclaves sont racisés égyptiens, on ne sait pas trop. Par contre, tous les dieux sont blancs. Les dieux d'Égypte sont tous blancs. Et là, tu vas me dire peut-être, Cyril, oui, bon, là, tu nous cites que les derniers films, les petites nouveautés, c'est vous, votre génération qui remplacez. Mais quand je dis que ça existe vraiment depuis très longtemps, j'ai toujours mes exemples. On a forcément le film célèbre, enfin référence de toute une génération, Flash Gordon, où l'empereur Ming a été joué par Max von Sydow. On peut également citer Diamant sur canapé,
où le voisin japonais est également est également joué par un acteur blanc. On a John Wayne qui va jouer dans Le Conquérant Gengis Khan. Donc tu vois, on a des films quand même depuis les années 50, depuis les années 40 qui ont déjà ce phénomène de whitewashing. Là, on pourrait également me dire, bon, tu nous parles de personnages qui sont inventés. Techniquement, l'empereur Ming, le Ancient One du Doctor Strange, ok, bon, ils ont été décrits dans les bandes dessinées ou dans les livres comme des personnages racisés, mais ils n'ont jamais existé. Donc, qu'est-ce que ça change si on les fait jouer par des acteurs et des actrices? C'est ce que je voulais dire. Je me doute. Mais je veux aussi préciser que le whitewashing ne concerne pas forcément que des personnages inventés, ça concerne également des personnes historiques, des personnes qui ont existé, voire des personnes qui sont toujours en vie. On a des exemples de films biographiques de personnes qui ont vécu ou qui sont toujours en vie et qui sont joués par des acteurs et des actrices blanches. Par exemple, je peux citer dans Un cœur invaincu, où Angelina Jolie, qui, je sais que tu vois de qui je parle quand j'ai dit Angelina Jolie, est blanche, on peut pas se tromper là-dessus, va jouer Madame Pearl, qui est une femme noire. Et à l'occasion, on va lui mettre quelques frisettes dans les cheveux et la faire un peu recouvrir de tombons-en. Et puis, on se dit, bon, bah voilà, ça y est, Angelina Jolie peut jouer une femme noire. Donc, c'est bien la preuve que non seulement le whitewashing existe pour des personnages imaginaires, mais existe également pour des personnes qui sont en vie ou qui ont vécu et dont l'appartenance raciale est attestée. Donc pourquoi le whitewashing est pointé du doigt et considéré comme du racisme? Parce que c'est ce que c'est une manifestation raciste, parce que déjà ça soulève plusieurs problèmes. Tu en as parlé, le blackface, mais également le yellowface. Pour qu'un acteur ou une actrice blanc puisse incarner des personnages racisés, on va les grimer. Donc on va en fait faire en sorte qu'on comprenne que ce sont des personnes racisées dans ce film, ce qui veut dire qu'on va fortement jouer sur la caricature. On a notamment une actrice sur Constance Wu sur Twitter qui va expliquer que réduire une ethnicité, le blackface, le yellowface que l'on voit dans des films, c'est réduire une ethnicité à ses traits physiques. On va effacer les particularités et la dimension culturelle, sociale, identitaire, et on va faire en sorte que finalement la dimension raciale soit juste réduite à des traits physiques, que le public va simplement comprendre qu'il s'agit de personnes noires ou de personnes, par exemple, japonaises ou chinoises, juste en grimant leurs traits et en les grimant de manière caricaturale. Donc on va vraiment forcer le trait pour être sûr que le personnage passe. Par exemple, dans Diamant sur canapé, le fameux voisin japonais, c'est une véritable caricature d'un japonais. On force ses traits pour être sûr qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas d'un blanc qui joue un japonais, même si ça se voit, il s'agit d'un japonais. Donc ça sous-entend que les acteurs et les actrices blancs appuient sur des stéréotypes physiques et des caricatures également de personnalité, de ce qu'on avance comme une personnalité pour faire passer le message. Donc déjà, il y a ce problème-là. Ensuite, autre problème, eh bien, tout simplement, le nombre de rôles disponibles. Pourquoi parler de whitewashing et de race bending pour moi, est une absence de mise en contexte? Parce que il faut bien comprendre que le milieu du cinéma est un milieu majoritairement blanc. Les studios sont aux mains d'hommes blancs, les producteurs sont des hommes blancs, ceux qui ont la main sur le budget sont blancs, bref, tout Hollywood, tout le milieu cinématographique appartient aux blancs. Ce qui fait qu'on a une énorme majorité de films et de représentations mettant en place des personnages ou des histoires d'hommes et de femmes blanches, avant tout. Clairement, le milieu cinématographique a ce gros problème de manque de diversité, de manque d'autres histoires mettant en place des personnes racisées comme protagonistes et pas juste comme sidekick, comme la bonne copine, etc. Donc déjà, de ce fait, puisqu'on a une énorme majorité d'histoires mettant en lumière des hommes et des femmes blanches, on a une énorme majorité de rôles pour les acteurs et les actrices blanches qui sont immenses, tandis que les rôles disponibles pour les acteurs et les actrices racisées sont extrêmement limités. Le site Geeks of Color fait une bonne métaphore pour expliquer ce système, c'est-à-dire qu'il explique que si vous mettez un bol rempli de bonbons, mais vraiment ras-bord de bonbons pour un acteur blanc, en lui disant voilà tes rôles, voilà tes bonbons, et puis vous mettez un acteur noir avec son bol, il lui a à peine une poignée de bonbons, et la plupart des bonbons sont racistes, c'est-à-dire sont des rôles pas particulièrement intéressants qui vont certainement pas lui permettre de gagner un Oscar, et ensuite vous dites à l'acteur blanc qu'il peut se servir à la fois dans son bol de bonbons qui déborde de bonbons, mais de temps en temps, quand il voit qu'il y a quelques bonbons qui ont l'air intéressants dans l'autre bol, il a aussi le droit d'aller servir dans l'autre bol. Vous voyez, le rapport de pouvoir n'est pas le même parce que la possibilité d'avoir des rôles intéressants n'est pas le même. Lorsque des acteurs racisés arrivent à obtenir certains rôles intéressants qui appartiennent au bol de bonbons qui débordent, dire que les deux s'équivaut, c'est oublier que les rapports de pouvoir et le rapport surtout le choix en fait,
de pouvoir faire sa place dans le milieu du cinéma n'est pas le même lorsque vous êtes blanc ou lorsque vous êtes racisé. Donc il y a également ce problème-là. Et enfin, l'un des problèmes également principaux qui aborde l'idée qu'on a une absence de diversité au sein du cinéma, c'est eh bien l'absence de visibilité, l'absence d'histoire. Le personnage qui vous ressemble lorsque vous grandissez, vous avez accès qu'à des personnages blancs, mais si vous êtes vous-même racisé, comment vous faites pour vous relier à cette histoire? Et surtout, un effacement de l'histoire. Parce qu'il faut le savoir aussi que lorsque je disais qu'on a des histoires avec des personnages en vie, des personnes qui ont vraiment existé, qui sont jouées par des acteurs et des actrices blancs, cela participe en fait à un effacement progressif de l'histoire avec un grand H des personnes racisées. L'exemple le plus frappant, je dirais, c'est le film qui a été fait dernièrement sur les émeutes de Stonewall, où donc on revient sur l'histoire ayant entraîné ces fameuses émeutes, la Gay Pride, etc., et qui a donné l'histoire de la Gay Pride. Et dans ce documentaire, on a le rôle de Madame Johnson, qui est une femme noire trans, qui a été la première à lancer la bride, qui va littéralement, son rôle est principal dans l'histoire des émeutes de Stonewall et surtout dans l'histoire de l'opposition, parce que les émeutes de Stonewall, c'était pour s'opposer aux oppressions, à la discrimination qu'elle subissait et aux violences qu'elle subissait de la part des forces de police. Et du coup, on a cette femme particulièrement importante dans cette histoire qui va être jouée et remplacée par un homme cis, blanc, gay. Et du coup, dans le film, on a l'impression que tout d'un coup, l'histoire est réécrite. L'histoire n'est plus lancée par une femme trans noire, elle est lancée par un homme blanc gay. Et il faut savoir que lorsqu'on regarde l'histoire de la Gay Pride et l'histoire des associations comme Fierté Montréal, on se rend compte que c'est une histoire qui a été progressivement réécrite. J'en ai parlé dans une de mes premières chroniques. La manière dont on réécrit l'histoire pour faire effacer la participation des personnes racisées et les remplacer par des personnes blanches. Et du coup, lorsqu'on apprend cette histoire, on a l'impression que finalement, le mouvement a été lancé par les blancs et les noirs en ont profité, mais ils n'étaient pas au cœur du mouvement, ce qui est faux. Souvent, ce sont même ces personnes racisées qui ont lancé le mouvement. Donc, il y a un effacement de l'histoire. Et c'est particulièrement violent de voir que dans le milieu du divertissement, mais également dans les documentaires, ils participent à cet effacement, puisque je suis sûre que tu as déjà remarqué, les films ou les séries période drama, c'est-à-dire les séries ou les films qui se situent au 19e siècle, dans le Londres, etc. Lorsque tu regardes ces films, tu as l'impression qu'il n'y a aucun noir à Londres. Au 19e siècle, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de racisés, il n'y a pas de japonais. Il n'y en a pas. On a l'impression que les noirs étaient là pendant l'esclavage, puis ils ont disparu, et puis ils reviennent au 21e siècle. Mais ces films participent à ce genre d'idées de méconnaissance et d'effacement de l'histoire, donc c'est particulièrement fort. Donc pour revenir au race bending et montrer en quoi ce n'est pas la même chose, donc j'ai donné des exemples de whitewashing, qui sont très nombreux, mais on a également des exemples de race bending, notamment par exemple dans Pacific Rim, on a l'acteur Idris Elba qui va jouer le rôle de Stacker Poncoat, on a les 4 Fantastiques, le reboot où c'est Johnny Storm, également un acteur noir qui va jouer le rôle de la Torche Humaine, qui dans la bande dessinée est un personnage blanc. Pour autant, il faut bien comprendre que c'est pas une symétrie entre les deux. Moi, c'est ce que je t'aurais dit. Non, ce n'est pas une symétrie parce que ce qui est intéressant, déjà, comme je l'ai dit, ça permet de diversifier des rôles qui n'existent pas. Donc déjà, c'est une stratégie de résistance par rapport à un effacement et par rapport à une absence de prise en compte que des histoires et des histoires parfois fantastiques, peuvent être jouées par des personnes racisées. Pourquoi lorsqu'on parle d'imaginaire, lorsqu'on parle de grandes séries ou d'épopées, c'est toujours des personnages blancs qui devraient être au cœur de cette histoire. En plus, on parle surtout de rôles qui permettent, et là encore je trouve ça particulièrement intéressant de souligner, c'est que souvent on a des romans qui sont adaptés par exemple au film, au cinéma, et ce sont des romans lorsqu'on regarde les détails où la race du personnage principal n'est jamais spécifiée. Et en fait c'est intéressant de montrer cette caractéristique, c'est que lorsqu'un personnage, on ne spécifie pas qu'il est noir, par exemple, on ne spécifie pas une ethnie particulière, on part du principe qu'il est donc blanc. L'exemple le plus intéressant, c'est Hermione Granger dans la série Harry Potter. Tout voilà. à fait, c'est ça que je voulais. Exactement. Où il y a toute une polémique. Exactement. Où il y a une pièce de théâtre où ils ont décidé de donner le rôle d'Hermione Granger à une actrice noire. Et il y a eu toute cette polémique, comment on va pas faire jouer Hermione Granger. Et l'auteur va dire, attendez, relisez les livres, je n'ai jamais précisé si elle était blanche ou noire. Vous êtes parti du principe qu'elle était blanche. Mais c'est très intéressant parce qu'elle pointe du doigt le fait qu'on a cette conception des choses qui fait de la race blanche la race neutre, la race de référence. Si on ne vous spécifie pas, vous êtes blanc. Donc ce qui est intéressant lorsque finalement on incarne des personnages
soi-disant neutre, donc blanc par des personnes racisées, cela permet de remettre en cause le fait que pourquoi lorsque vous avez lu ce livre, vous êtes parti du principe qu'il était blanc. Donc ça permet aussi d'attirer l'attention sur la manière dont on est conditionné à nous représenter en fait ces fameux personnages. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et enfin, un dernier détail de ce qui est intéressant avec le race bending, et là encore c'est donné par l'article de Geeks of Color, et tu me connais Cyril, je mettrai le lien sous la vidéo pour nos lecteurs, c'est que ce qui est intéressant justement lorsqu'on prend des histoires où même les personnages sont dans des bandes dessinées sont blancs et qu'on les fait jouer et qu'on les réécrit par des acteurs et des actrices de couleur, c'est que du coup, en partant de ce principe que la blanchité et la neutralité, en la réécrivant, ça apporte une dimension, ça apporte une histoire autre. Par exemple, Geek of Color va montrer que des histoires comme Black Panther ou Storm ne peuvent pas être jouées par des acteurs blancs parce que l'histoire profonde du personnage est enracinée dans son appartenance raciale. On ne peut pas comprendre l'histoire de Black Panther si on ne comprend pas que c'est un roi d'un pays africain qui a découvert que son sol était riche de quelque chose qui pourrait tomber dans les mains de mauvaises personnes. Donc, voilà, et il est à la tête de ce pays, donc, et c'est un roi. Donc, son histoire est enracinée dans le fait qu'il est un roi africain, qu'il est noir. Storm, c'est la même chose, puisqu'à un moment donné, elle va devenir la déesse d'une tribu. Donc, c'est particulièrement intéressant. Mais pour d'autres personnages, et il donne l'exemple de Spider-Man, on gagne en fait à le faire jouer par un personnage de couleur, parce que l'histoire de Spider-Man n'est pas enracinée dans le fait qu'il est blanc. Par contre, si on fait jouer Peter Parker, on le fait devenir noir, par exemple, eh bien, le fait que son oncle se fasse tuer par la police en plein milieu de la rue et que ce meurtre ne soit jamais résolu et que du coup ça le pousse à vouloir prendre lui-même sa revanche et donc à prendre conscience de ses pouvoirs. De nos jours, jouer ce personnage-là par un acteur noir, ça remet aussi en contexte avec les rapports de pouvoir entre la police, entre les personnes noires, en fait que le meurtre de certains individus ne sont jamais résolus parce que leurs morts sont moins intéressants que les autres. Donc on gagne une dimension, on gagne une histoire là où il n'y en avait pas parce qu'on partait du principe de cette fameuse neutralité. Et je trouvais ça particulièrement intéressant parce que du coup ça me permet vraiment de remettre en question ce fameux rapport de race bending et de whitewashing. Ce n'est pas la même chose, non, parce que le whitewashing s'enracine dans une certaine oppression, tandis que le race bending c'est une stratégie de défense. Donc c'est pour ça que je conclus, parce que je parle trop souvent, on me le dit. Donc je conclus, il ne faut pas confondre oppression et stratégie de résistance sous prétexte que les deux s'enracinent dans la même problématique. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre whitewashing et race bending. Si on ne vous spécifie pas, vous êtes blanc. Exact. Je retiens ça. Merci beaucoup, Jade. Merci, Cyril. Merci, Jade Almeida. On ferme